Cette table ronde donc porte, qu'on va maintenant aborder, porte sur donc les stéréotypes auxquels nous sommes confrontés au quotidien et sur l'implication des entreprises ou le devoir finalement qu'elles ont de faire évoluer les mentalités et de faire évoluer finalement, enfin on va dire d'éliminer, ça serait les stéréotypes. Merci, bonjour. Oui, c'est vrai que mon premier parcours était dans la musique, dans le monde artistique, et je n'ai absolument pas ressenti de problème homme-femme dans ce genre d'univers. Et puis je suis française, née après la Révolution 68, donc une vie totalement libre de femme. C'était extraordinaire. Quand on voyage, on s'aperçoit que c'est quand même extraordinaire d'avoir vécu ça. Je le rappelle tous les jours, moi. Et donc je rentre un jour, je change du monde artistique et je rentre dans une entreprise qu'une de mes consoeurs connaît bien, puisque je suis une ancienne de chez Deloitte, puis chez Mazars, monde très traditionnel, audit et conseil, des experts comptables, des consultants. Je suis la seule femme directrice, pas associée, ce qui est quand même une tare dans ce genre d'environnement. C'est comme chez les avocats, c'est un niveau noble. Je ne le suis pas, je suis femme, je ne suis pas mariée et je ne suis pas trop laide. Catastrophe. Donc forcément, je me heurte à tous les stéréotypes que cela implique. Qu'est-ce que je fais là? Avec qui j'ai couché il y a 25 ans? Il y a 25 ans. Et comment dois-je prouver que je suis là pour des raisons professionnelles? Donc forcément, vous bossez 10 fois plus que les autres pour y arriver. Alors, on finit par y arriver et on s'aperçoit que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous êtes dans un environnement où il y a une majorité d'hommes qui ont construit cette société pour eux, avec leurs codes. Et là, je n'invente rien. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et qu'en même temps, vous avez plusieurs révolutions qui arrivent. Vous avez la révolution du numérique qui fait que vous commencez à travailler totalement différemment. Vous avez les femmes qui arrivent dans l'entreprise et dont le travail devient visible, est un travail de salariat, alors qu'avant les femmes travaillaient mais n'étaient pas visibles et n'étaient pas payées. Et vous avez, plus aujourd'hui, et là je me projette dans la vie d'aujourd'hui, les jeunes, la génération Y qui arrive et qui fait que ces trois révolutions en même temps bouleversent complètement les codes de l'entreprise. Donc moi, de Deloitte, je passe chez Mazars, je me heurte au même contexte. Donc, arrivé chez Mazars, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et donc, j'ai donné des chiffres. Quand on est dans un monde traditionnel, il faut donner des chiffres, c'est ce que vous faites. Donc, j'ai montré que les femmes qui étaient aussi nombreuses à l'arrivée, puisque nous sommes 13 000 dans le monde chez Mazars, dans 72 pays, n'étaient plus qu'à 9% au top, c'est-à-dire au niveau des associés. Et elles partaient entre 30 et 35 ans. J'ai montré en faisant une enquête auprès des femmes qui étaient parties, qu'elles n'étaient pas parties pour faire du tricot à la maison, mais dans une autre entreprise, qu'elles jugeaient plus bienveillantes pour faire une famille ou vivre plus agréablement. Donc le modèle qu'on leur présentait est le modèle de l'associé Anywhere, Anytime, qui effectivement existe, elles n'en voulaient pas. Et pourtant, elles voulaient une carrière et elles voulaient travailler. Le réseau PWN est parti du constat qu'il y a vraiment deux axes pour faire évoluer la mixité ou l'égalité homme-femme en entreprise. C'est d'abord l'axe des femmes, donc il y a beaucoup de travaux qui existent, de réseaux qui s'attachent à les coacher, à leur faire prendre conscience de leurs biais, etc. Donc ça, je dirais, il y a toute une frange de l'écosystème de la mixité qui s'en occupe. Et là, effectivement, on s'est intéressé chez PWN, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, à l'autre frange qui est les hommes. Les hommes, parce qu'ils représentent 50% de la population, et puis ils représentent une majorité des postes de pouvoir. Donc le constat est très simple, il faut qu'ils s'engagent. Que peuvent-ils faire? C'est s'engager, ça semble une évidence. Alors comment les aider à l'issue de l'ensemble de ces événements que nous avons animés au sein de PWN, en essayant d'avoir un maximum d'hommes, où il s'agissait de se comprendre ensemble les stéréotypes, comprendre ensemble la différence de notre rapport à l'argent, par exemple, à l'ambition, au pouvoir. À l'issue de tout ça, on s'est dit, eh bien, pour aller au bout et pour engager un maximum de dirigeants, comités exécutifs, même middle management, il faut peut-être faire une synthèse dans un ouvrage, et voilà, tout simplement, l'idée est venue de là, faire une synthèse de ce dont ils ont besoin pour s'engager. Alors, il s'agit d'un collectif, qui s'appuie sur des experts, des personnes soit en entreprise, soit dans différents réseaux
un des co-auteurs à l'arrière de la salle, Jean-Michel Monod de Sodexo. Donc un collectif d'hommes et de femmes qui vont aussi s'appuyer sur des études existantes. Donc Women Matter fait partie des études sur lesquelles on s'appuie. Catalyst également, qui est un organisme qui travaille, qui œuvre beaucoup sur l'engagement des hommes. 21st, enfin, voilà, tout ce qui existe de plus représentatif, de plus synthétique. Bonjour, je crois que en fait, merci de m'avoir invité, merci de cette question. Donc effectivement, moi j'ai commencé donc, en tant que jeune expert comptable. Donc j'y suis allée comme vont en fait les filles quand elles sortent du système scolaire, un peu la fleur au fusil. Et effectivement, j'ai été pendant pratiquement toute ma carrière la seule femme, la plus jeune pendant longtemps et la seule française puisque j'ai travaillé aussi beaucoup à l'international. Et en fait, cette exposition à l'international d'ailleurs m'a permis de réfléchir sur les autres différences. Parce que travaillant beaucoup dans des groupes de travail internationaux avec donc d'autres origines, je suis un petit peu comme Muriel. En fait, j'ai mis tout ça en perspective et c'est vrai qu'on a en plus un biais français qui était tout à fait intéressant à noter. J'y reviendrai peut-être. Et donc, donc comment j'ai vécu, j'ai bossé quoi. Comme souvent. Voilà, et donc j'ai bossé, et effectivement, j'ai bossé plus que mes petits copains. J'ai bossé en attendant, j'ai été nommée associée plus tard. J'ai attendu d'avoir fait mes enfants pour être associée. Et bon, voilà. Et puis, on se rencontre aussi, donc ça c'est le côté éthique et gouvernance, parce que je suis responsable du centre de gouvernement d'entreprise de Deloitte et j'ai des fonctions aussi en matière éthique. C'est que en fait on ne fait pas évoluer une entreprise sans faire évoluer en fait la place autour sur des sujets pareils en tout cas. Et donc en matière de gouvernance, donc la loi Copé-Zimmermann est arrivée avec cette obligation donc légale de faire augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration. On est à peu près tous d'accord aujourd'hui que sans la loi, ça n'aurait pratiquement pas bougé. Il y a eu McKinsey a eu un vrai apport doctrinal, je crois vraiment tout le monde le reconnaît, en mettant vraiment le doigt dans leurs premières études sur le temps que ça allait prendre pour que ça bouge et que si on continuait comme ça, en fait en 2050, même si les femmes aujourd'hui étaient devenues la majorité des diplômés, ça n'aurait bougé que de 3%. Bon. Et c'est là où effectivement il y a eu une différence culturelle avec les hommes australiens, ce qui a été extraordinaire. Il faut savoir que l'Australie, donc en termes de présence, la progression en Australie dans les conseils d'administration, est pratiquement, l'Australie talonne la France. Et pourquoi est-ce que l'Australie talonne la France? Parce que les hommes australiens, à un moment donné, en ont eu ras-le-bol. Et ils se sont dit, c'est pas possible. Ils l'ont fait à la masculine, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, non, ce problème-là, ça fait une fois qu'on en parle, ça fait 2 fois qu'on en parle, ça fait 3 fois qu'on en parle, et c'est toujours pas réglé. Donc ils sont vraiment investis du sujet. Et donc je le fais, et c'est drôle parce que chez Deloitte, en fait, ces problématiques-là, une de nos firmes les plus avancées, c'est la firme australienne, où on a une des spécialistes, en fait, de diversity and inclusion dans le monde, quoi. Donc avec PWN, il y a 3 ans, on a commis un livre qui, en fait, guide administrateur au féminin, guide pour devenir administratrice. En fait, on était avec un certain nombre de femmes en disant, il y a la loi Copé-Zimmermann, c'est maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est là. Là, on a une opportunité, il faut mettre le pied dans la porte, il faut y aller. Et les femmes françaises, on a une responsabilité. On doit être quelque part maître de notre destin et maître de l'avancée. On va pas cette opportunité-là passera pas 2 fois, et si la porte se referme, ça sera encore pire. Et donc, en fait, après avoir fait le livre donc avec PWN il y a 3 ans, il se trouve qu'à ce moment-là, Laurence, alors en tant qu'expert comptable aussi, j'ai pris le sujet par les chiffres, effectivement, et par le rapport de situation comparée. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la notion de rapport de situation comparée, qui est un rapport extrêmement compliqué, mais j'ai vraiment planché sur qu'est-ce qu'on mettait dans ces chiffres, comment on pouvait avoir les chaînes RH derrière, donc vraiment comment est-ce qu'on pouvait impulser le changement dans les entreprises. Et donc j'ai fait une veille, en fait, d'expertise sur le rapport de situation comparée, et je l'ai remis à Laurence Parisot, qui m'a invité à faire partie, en fait, de la commission respect de l'homme du MEDEF. Et je me suis dit que c'était intéressant d'essayer d'entraîner le MEDEF, en fait, qui est quand même une institution représentative,
très masculine. Là, pareil aussi, j'y suis peut-être allée avec un petit brin d'inconscience, mais finalement, ça a marché, puisque donc, j'ai fait partie de la commission de respect de l'homme du MEDEF, et qu'il y a 2 ans, en fait, Vous avez tiré ce livre. Voilà, de manière aussi collective, parce que ce sont des sujets collectifs, on a fait écrire au MEDEF un petit manuel de résistance aux stéréotypes sexistes en entreprise. Et j'avoue qu'on n'est pas peu fiers, celles qui ont contribué à ce petit manuel, d'avoir mis le MEDEF en résistance. Voilà. Et on l'a fait aussi, on l'a voulu le faire par en fait, le biais de l'humour. Parce que, et de la légèreté. Parce que, il n'était pas question que le MEDEF, en fait, fasse une thèse sur les stéréotypes. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites sur le sujet. Et qu'un des vecteurs aussi pour prendre ces sujets-là et ces sujets des évolutions, c'est d'arrêter de culpabiliser tout le monde et puis d'essayer d'en rire et essayer que ça soit léger, essayer d'être questionnant et surtout essayer de s'adresser aux structures plus petites.